Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2023. Bienvenue dans la qualité en débat de ce jour. Dieu merci. Après les évalas avec notre programme qui était un peu perturbé la semaine dernière, quelques soucis nous représentants de l'OTM parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est un plaisir de vous retrouver et de les retrouver aussi quand ils sont là, ici. L'ambiance, c'est autre chose. C'est la première fois que je vois des invités demander des minutes supplémentaires. Mais bon, quand il s'agit de Abbas et Chaboy, rien à dire. Elle a dit bonjour. Ah oui. Anita, Oui. Comment tu vas? Super. Ça va bien? D'accord. Et tes provocations? Ça va? D'accord. Bonjour aux téléspectateurs. Permets-moi de dire bonjour aux téléspectateurs au moins. Il n'y a pas de souci. Bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit ici, ou bien qui nous regardent aussi, il faut le préciser, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur, pour leur dire que j'ai suivi tous les commentaires de l'autre semaine, comme d'habitude, et je leur dis merci, un grand merci pour leur reproche, un grand merci pour les conseils également, parce que ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Et puis il faut arrêter de mentir aux gens là-bas. Non, pourquoi mentir? Il faut dire là, il faut toujours... Il a déjà frappé là, il faut arrêter ça. Non, toi, tu sais que un El Hadj ment rarement. Et non, moi, déjà frappé là fait partie des rarement. Et moi, particulièrement, Tchabouré, que tu vois, ment 2 fois dans l'année. La première fois, je l'ai déjà fait en janvier. Et il faut attendre décembre pour que je mente encore. Et par rapport aux ignorants? Non, c'est ce que j'ai dit. C'était pas des mensonges. Non, il faut attendre décembre pour que je mente. Ah d'accord. Voilà. Abbas, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça, c'est quel regard? On rend grâce. Ça va bien. Toi, Anita. Donc, je salue tous les téléspectateurs et les internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, à part ceux-là, il y a celles que tu connais, je leur remercie, je leur dis bonjour, bonjour, bonjour. Je ne connais personne. Faut pas qu'ils nous mettent. Donc, comment se fait-il que... Comment tu sais qu'ils mentent? Faut pas qu'ils disent des comment choses tu sais qu'ils mentent? Ce qu'il dit, c'est vrai. Non. Ah, ok. Moi, je ne connais personne de toutes les façons. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Tu es témoin de beaucoup de choses. Bon, je rappelle que les 2 journaux... Tu as voulu faire le scandale. Moi, Abbas, faut pas que les choses sortent ici. Ça n'a qu'à sortir. Les gens nous regardent, nous suivent. Faut pas oublier que je t'ai protégé il y a quelques jours. Mais continue de le protéger. Tu l'as protégé. Je n'ai pas besoin de ta protection. Ah bon? Comment tu sais qu'il ment? La situation va se présenter une autre fois. En tout cas. Eh bien, je rappelle que les 2 journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous qui nous suivez, dès que cette émission sera postée, si vous nous suivez de l'extérieur, vous pouvez laisser en commentaire que vous voulez tel article, et lui, il lit toujours les commentaires, même si ça nous échappe, il va voir ça et faire signe à son collègue. C'est à 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter les journaux en ligne. Le prix reste le même, c'est 250 francs. Malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Oui. C'est difficile. C'est à 250 francs seulement. Le messager, il a pris en otage toutes les plateformes. Ah oui. Il est sur Twitter, il est sur WhatsApp, il est sur Messenger. Aujourd'hui, il a son application. Et puis, il est sur TikTok également. Également sur Instagram. Donc, vous allez là-bas, c'est vite fait. Quoi. Chap. Le doyen également, il rentre dans la danse. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Qui va se laisser négliger. Ah oui. Aïe. Alors, l'information capitale aujourd'hui, c'est le coup d'État. On commence par là. On va enchaîner avec la médiation du Togo dans la guerre au Soudan. Et si on a le temps, on va terminer avec la conférence de presse de la DMP. Mais on commence par l'information capitale. Des militaires ont annoncé hier à 20h à la télévision nationale avoir renversé le régime du président Bazoum. Selon le colonel-major Amadou Sandjodi, cet acte est motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire. Pour l'instant, le président n'a pas formellement démissionné, même s'il s'est prononcé tôt ce matin. Il a dit que tout allait bien. Il serait toujours retenu dans sa résidence. Et Tchabouré, je commence par vous. Que pensez-vous
de cette situation qui prévaut actuellement au Niger? Merci Anita. Je dirais que c'est une situation regrettable. Très regrettable et plus déplorable, si je peux le dire ainsi. C'est vrai, on s'y attendait peu, hein, que si une telle situation arrivait, c'est vrai, beaucoup ont dit que c'était prévisible. Même moi particulièrement, je me disais que c'était pas aussi prévisible que ça. C'est vrai. Et on peut reprocher au président nigérien un certain nombre de déclarations. Vous avez vu, ces derniers mois ou bien ces dernières années, il y a un sentiment anti-français. Et les gens ont estimé que le président nigérien prenait trop un parti par rapport à ce qui se dit, prenait trop parti pour notre métropole, qu'est la France. Donc, il y a eu beaucoup de critiques. Lorsque vous suivez les réseaux sociaux, vous allez voir comment il est souvent critiqué. Parce que, entre-temps, il a eu à déclarer que c'est vrai que les djihadistes, le combat est permanent, mais il faut comprendre que pour lui, en tout cas, les djihadistes sont plus armés, ils sont plus aguerris que l'armée régulière. Vous savez, ce sont des déclarations qui n'ont pas plu à beaucoup de gens et certainement en interne également au sein de la grande muette de son pays. Donc, je dis, on peut reprocher au président Bazoum un certain nombre de déclarations, c'est tout à fait normal, mais il faut dire aussi que ces dernières années, nous avons eu un Niger qui fait une transition paisible. Ça, il faut le dire, c'est une remarque très importante qu'il faut soulever. De Issoufou à Bazoum, il n'y a pas eu de grabuge. Les élections ont été régulières et Bazoum est arrivé au pouvoir de façon démocratique. Oui, oui, de façon démocratique. Donc, je pense qu'il avait commencé à faire un certain nombre de réformes et à changer le pays. Vous avez vu, et vous êtes d'accord avec moi, que le Niger est en bas du tableau par rapport aux pays les plus pauvres, dont la situation n'est pas enviable en matière de développement. Donc, Bazoum avait commencé à s'inspirer du travail qui avait été instauré par son prédécesseur et ça avançait. Le calme était là, la calmie était là. Bon, aujourd'hui, hier 26, vous avez vu ce qui s'est passé. Les arguments, lorsque vous lisez les arguments qui ont prévalu et qui ont poussé cette frange ou bien l'armée à agir ainsi, ces arguments, en tout cas à mon avis, ne tiennent pas. Ces arguments ne tiennent pas parce qu'à partir du moment où le monsieur a été élu démocratiquement, de façon démocratique, ce n'est pas qu'il y a eu une guerre, ce n'est pas qu'il y a eu une mésentente. Et son mandat se poursuivait de façon régulière. Qu'est-ce qui peut pousser l'armée à agir ainsi? Ce n'est pas normal. Lorsqu'on parle de la dégradation, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu dégradation, mais ce n'est pas qu'au Niger seul. Dans tous nos pays africains, la dégradation, elle est de mise aujourd'hui. Elle est de mise dans tous les pays africains. Mais est-ce que le fait de sauter Bazoum et de venir, c'est ça qui va résoudre le problème? La question reste posée. Et moi, je doute fort. Comme dirait c'est un point de vue. Voisin, c'est dans 3 jours, on va voir. C'est ça, c'est un point de vue qui est personnel. On va suivre l'évolution. Et nous avons vu comment ailleurs, quand ça s'est passé, comment la situation est devenue. Quand il y a coup d'État, c'est difficile. C'est difficile. Tout est remis en cause. Ce qui avait été mis sur pied pour pouvoir aller de l'avant, tout ça là a été remis en cause. Et vous allez voir, il faut reprendre tout à zéro. Et encore, avec la grande muette, ça ne serait pas facile. En tout cas, moi je vois que ce qui est arrivé au Niger, je peux peut-être me tromper, c'est une erreur de la part de la grande muette d'agir ainsi. Alors Abbas, même question, quel regard portez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui au Niger? Non, en fait, je dirais encore que c'est encore un coup d'État militaire de plus et inutile, qui n'avait même pas sa raison d'être. On le dit. Qu'est-ce qu'ils reprochent? Moi, j'ai écouté le communiqué qu'ils ont lu. C'est un communiqué laconique. Ah bon? C'est un communiqué laconique qui ne donne pas exactement les raisons. Les raisons, les arguments avancés ne sont pas convaincants pour soutenir un coup d'État militaire. Ce n'est pas normal parce que à l'élection de ce monsieur Bazoum,
en 2021, tout le monde a salué grandement la démocratie au Niger. Les gens disent que bon, le Niger est en train de se replacer parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des années auparavant, le Niger a habitué aussi à ces coups d'État. Et ça s'est stabilisé avec des élections qui sont déroulées. Et les gens ont salué la démocratie, l'élection de Bazoum avec la démocratie apaisée qui est en train de s'installer au Niger. Mais finalement, on ne comprend plus rien parce que le monsieur a été élu. Quelles que soient les circonstances, ce que vous êtes en train de déclarer, c'est quelqu'un qui est en train de mener son mandat. 5 ans, ça finit. Si vous voulez le sanctionner, vous allez le sanctionner dans les urnes. Ce n'est pas par les armes que vous allez régler vos solutions. Ce coup d'État-là ne va même pas régler du problème. D'abord, les militaires, ils disent qu'il y a l'insécurité. Qui assure la sécurité du pays? Ce n'est pas les militaires. Ils vont venir rester dans les bureaux climatisés et laisser les champs libres aux terroristes. Ils sont en train de dire qu'il y a l'insécurité qui est en train d'avancer. Peut-être que pour eux, le président n'est pas en train de gérer les choses comme il se doit. Qui va gérer? Il y a un chef d'état-major. Il faudrait prendre les rênes. Il y a des institutions qui sont là. Par exemple, ici, au Togo, vous avez vu, quand les choses se passent dans le nord du pays, l'état-major des forces armées a dit que c'est nous qui gérons ça. Et ils maîtrisent ce qui se passe. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir mettre ça à bouche dedans. C'est l'état-major qui gère. C'est eux qui sont chargés de défendre l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, vous, parce que le soldat, le chef d'état-major est menacé de licenciement, ou bien on voulait le changer, et c'est ça qu'il ne voulait pas, puisqu'il était le bras droit de Issoufou. Il a fait 11 ans avec Issoufou comme chef d'état-major de l'armée, et aujourd'hui, lui, il a retenu, pour le simple fait que le chef d'état-major est allé en visite au Mali. Il revient, on dit qu'on va le destituer. C'est tout ça, c'est le seul problème. Ça. Donc, chacun là, au lieu de lutter pour la population, c'est les intérêts qu'on suit, puisque le Niger rigole aujourd'hui de beaucoup de ressources que chacun veut profiter. Donc, on attend de voir, parce que ce qui se passe là, les exemples sont là, foisonnants, avec le Mali, où les militaires sont venus. Aujourd'hui, ils ne veulent pas partir. Tous ces points aujourd'hui, c'est le sujet phare de cette émission aujourd'hui. Alors, je reste avec vous, Abbas. Le Niger, jusqu'à hier, était considéré comme le seul allié de la France dans le Sahel. Aujourd'hui, avec ce coup d'État, est-ce à dire que ces militaires recherchaient à couper tout lien avec la France en posant un tel acte? Bon, c'est tellement que c'est leur idée, parce que quand on les a renvoyés du Mali, on a renvoyé l'armée française. La base est venue s'installer au Niger. On a pris tout le matériel militaire qui était à Bamako, au Mali là, pour ramener au Niger, vers le nord, pour que ça constitue une base française. Aujourd'hui, les gens disent, mais comment se fait-il que c'est le Niger qui accueille quelque chose qui a été renvoyé de chez son voisin malien? Donc c'est une contagion pour dire que nous voulons maintenant couper. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenant renvoyer la France, la base armée française au niveau du Niger? On attend de voir, sinon, si c'est une contagion qui est là, dans le Sahel, et qu'ils veulent faire comme les autres, prendre aussi les Wagner comme protecteurs, on attend de voir, sinon, c'est en fait les dernières déclarations aussi de Bazoum contre le Burkina Faso et contre le Mali, et ces dernières sorties au niveau, on fait croire aux gens que c'est la France qui nous met l'eau dans la bouche pour venir parler de ses voisins ainsi. Donc, c'est tellement que, et j'ai dit ça là, c'est des erreurs que il fallait même pas le démettre. Aujourd'hui, on a dans une situation confuse. Il faut laisser finir son mandat. L'autre a allé, l'ancien président est allé là-bas pour négocier. Mais on l'a pris en otage, lui aussi il est resté là-bas. Donc, il fallait laisser, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, parce que le président Talon du Bénin... Justement, on va parler tout à l'heure, Tiaboré, la France avait pour seul allié, jusqu'à hier, le Niger dans le Sahel. Aujourd'hui, on destitue le président nigérien.
ça veut dire que la France perd tout pouvoir dans le Sahel et c'est ce qu'on recherche peut-être. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Quand vous dites que la France avait désormais pour seul aller le Niger, je crois que tous les pays d'Afrique francophone ont toujours un lien avec la France. Parce que vous vous rappelez aujourd'hui avec l'historique. Les coups d'État, on se dit c'est fini avec la France. Non, je suis d'accord. Même s'il y a coup d'État, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la France administrativement continue par agir dans le domaine des projets au Mali, continue par agir dans le domaine des projets au Burkina, même si les gens ne nous disent pas. Il y a des projets qui sont pilotés par l'administration française qui est là. Parfois qu'on explique. Donc nous avons un lien, oui, nous avons un lien, quoi qu'il en soit, avec notre métropole. C'est vrai qu'on a eu à reprocher beaucoup de choses à la France du fait de son ingérence dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'affaires politiques dans le pays. Et c'est ce qui a animé, ou bien c'est ce qui a fait instaurer ce sentiment anti-français ces dernières années. Et ce que nous avons vu de partout, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais je crois que il y a un effet contagion. Le confrère l'a dit tout à l'heure, qui est en train de s'installer. Alors, au même moment que les problèmes, la situation n'est pas la même. Il faut le dire. Il ne faut pas qu'on confonde. Ce qui est arrivé au Burkina, il y avait une crise politique. C'est par là ça a commencé. Si je veux prendre tout au début, à l'origine, avec Blaise Compaoré, il y avait une crise politique qui s'était instaurée avec l'idée ou la volonté de Blaise Compaoré de pouvoir modifier la constitution et de s'instaurer. Donc ça fait naître la crise politique et c'est ce qui a engendré tout ce que nous avons connu. Jusqu'à arriver avec, comment appelle-t-on, celui qu'on a fait le coup d'État qui est venu rester avec nous ici au Togo, Kaboré. Donc, il y avait une crise politique et puis la situation s'était dégradée quand Kaboré est arrivé, pas au plan sécuritaire. Donc, on a senti un certain laxisme avec Kaboré et c'est ce qui a conduit. Au Mali, il y avait une crise politique qui était là avec Keïta. Il ne faut pas oublier ça. En Guinée, c'était pratiquement la même chose avec notre Alpha Condé qui avait changé la constitution pour pouvoir se représenter. Et ça a fait naître une crise politique et le coup d'État est arrivé. Alors qu'au Niger, ce n'est pas la même chose. Il n'y avait rien. Le pays suivait son cours démocratique. Si je peux mentionner ainsi, il n'y avait rien. La transition démocratique était parfaite. Donc les gens, l'effet contagion, les gens ont pensé que ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Burkina pouvait se passer au Niger. Oui, s'il y avait la même situation, mais au Niger, ce n'est pas la même situation. C'est là où ça va être un peu compliqué. Vous allez peut-être comprendre ce qui s'est passé hier. Jusqu'alors, je me retiens de dire que au sein de la Grande Muette, tout n'est pas encore harmonisé. Tout n'est pas encore harmonisé. J'ai peur pour les lendemains qu'il y ait des réticences qui pourraient amener à des affrontements. Moi, j'ai peur. Parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé. Par exemple, au Niger, hier, où certains partisans du président déchu ont tenté de sortir. Ça n'a pas été le cas dans les pays où il y a eu des coups d'État. Non. Ça veut dire que, attention, faisons extrêmement attention. En tout cas, c'est une analyse personnelle, mais les jours à venir, nous le dirons. Les jours à venir, nous le dirons. Mais au-delà de tout, disons que ce coup d'État, c'est vrai, on peut reprocher tout à Mohamed Bazoum, mais ce coup d'État n'avait pas raison d'être. Alors, avant ça, tout à l'heure, vous voulez évoquer la question liée au président Talon, la CEDEAO, les États-Unis et la France ont condamné ce acte au même moment. Le colonel-major a demandé aux partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Serait-il un message à envoyer au président Talon qui est attendu aujourd'hui même au Niger? Oui, mais il a lancé une mise en garde contre la communauté internationale. Parce que, vous voyez, le président Tinubu, qui a pris les rênes de la CEDEAO, a demandé que les coups d'État seront sanctionnés. Ça n'a pas encore fait 2 semaines, 3 semaines. Il y a un coup d'État qui est arrivé, coup d'État militaire encore, qui est arrivé.
intervenu. Il a sorti des communiqués aussi laconiques. Et ce qui a exacerbé la situation, c'est au niveau du Niger, la présidente du Niger, de la République du Niger, a sorti un communiqué pour dire que les forces, la gendarmerie nationale et les autres forces vont réagir, vont attaquer la garde présidentielle. Or, quand vous prenez ces communiqués-là, c'est ces communiqués-là qui a beaucoup plus mis de l'essence dans l'eau. Il ne fallait même pas, dans la journée, il fallait même pas faire sortir ça. Et ils ont sorti. Maintenant, on a annoncé l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO pour calmer la situation. Talon ne pourra rien faire parce que c'est des têtus par rapport à leur communiqué qu'ils ont fait sortir. Ils ont autre chose en tête. Talon va arriver. Peut-être qu'il ne pourra même pas les rencontrer. Il va retourner pour rendre ça. Ça dépend de la diplomatie de tout un chacun. Il appartient à la CEDEAO, si elle veut vraiment être vraiment une CEDEAO, de prendre ses responsabilités et d'appeler le retour à la normale. Le retour à la normale, plusieurs fois, et c'est le même mot. Ça ne revient pas. C'est pour cela que je dis. Quelle est l'autorité aujourd'hui de la CEDEAO? La CEDEAO n'a plus d'autorité parce que depuis ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, au Burkina, et que les choses commencent par continuer ici, Chaboré l'a dit tout à l'heure, ça devient un effet de contagion où tout le monde sait que quand il va faire, la CEDEAO va sortir pour crier et ça s'arrête là. Il va faire des déclarations comme d'habitude, retour à la normale, nous sanctionnons les putschistes, tout ça là. Mais quelle est concrètement l'action militaire que la CEDEAO pose? La dernière fois, la CEDEAO a une force militaire. Puisque la dernière fois, ils ont dit à leur sommet qu'il y aura une force d'interposition pour contrer les coups d'État. Cette force-là. Entre-temps, la CEDEAO avait ce qu'on appelle l'ECOMOG, une force spéciale pour protéger les États. Mais maintenant, la CEDEAO n'a plus ça. On n'a même pas mis ça en place. Et on fait ces déclarations et ces délégations que la CEDEAO envoie, ça ne va rien donner. C'est du gaspillage pour rien. Donc, il faudrait que on sait s'y prendre, qu'on prenne les responsabilités. Parce que ça, là, ce qui s'est passé hier au Niger, moi, je trouve ça trop déplorable que quelqu'un dit que la situation n'est pas normale, la sécurité est anormale, tout ça là, et qu'on descend quelqu'un, on va dire. Heureusement que cette fois-ci, on fait des coups d'État, on ne tue pas les gens. On les garde en résidence surveillée, tout ça là, et ça passe. Mais le problème, la CEDEAO, si elle veut intervenir, qu'elle puisse prendre les choses. Parce que c'est un peu avec ce président de la CEDEAO, qui est un peu fatigué, qui pourra agir comme les autres. Parce que quand vous le voyez, nous, aujourd'hui, les Africains n'attendent plus surtout les Africains de l'Ouest, ils ne vont pas attendre les déclarations qui n'ont pas d'effet. C'est-à-dire, on fait déclaration, on dit on condamne, et ça s'arrête là. C'est ce qui se passe avec la CEDEAO. Et c'est ça qui fait que les autres aussi continuent par faire les choses. Je vais faire, on ne va rien me faire. Et c'est ça qui fait que les militaires sortent. Moi, je ne comprends pas pourquoi moins de choses, c'est les militaires qui sortent pour dire que on prend le pouvoir. Est-ce qu'en Afrique centrale, vous avez entendu un coup d'État qui s'est déroulé? Ce qui se passe au Sénégal même là. Donc si c'était la chose, les militaires devaient aller prendre Macky Sall pour dire qu'il gère mal le pays. Ici, Macky, avec les arrestations et les tueries qui sont passées là-bas, où on tirait sur les populations qui manifestaient. Donc si c'était là, l'armée allait descendre Macky Sall et prendre le pouvoir. Donc il faudrait que nous, Africains, on commence par réfléchir autrement. Ce n'est pas les coups d'État là qui vont nous arranger. Ça va arranger à rien la situation du pays. Ce qu'ils ont fait, le Niger va encore s'enfoncer dans l'insécurité totale. On a vu avec les pays qui ont connu les coups d'État. Alors, Chaboré, ce coup d'État que nous considérons tous comme de plus au Niger, sera-t-il un défi lancé à la CEDEAO? Vous avez dit, vous allez sanctionner les coups d'État. Bon, on fait un coup d'État. Quelle est votre force? Bon, un défi, oui, mais un défi, est-ce que, au-delà de tout, la CEDEAO n'ira pas développer le Niger? C'est vrai que c'est une organisation dont les objectifs, ou bien le but est précis, de faire en sorte que nous ayons une CEDEAO des peuples, de faire en sorte que
lorsque un pays est en difficulté, qu'on puisse interagir, de faire en sorte que, au plan économique, qu'on puisse prendre des décisions qui vont nous permettre quand même d'évoluer, de faire avancer nos pays. Mais, au-delà de tout, en interne, tout pays doit se prendre en charge et savoir ce qu'il veut pour se développer. Alors là, si le Niger ou bien les officiers qui ont pris le pouvoir aujourd'hui pensent qu'ils font du mal à la CEDEAO, alors là, je me dis qu'ils se trompent. Ils se trompent. Ce n'est pas ça. La CEDEAO est une institution. Et si les pays ont accepté d'adhérer, ce qu'ils ont, ils sont obligés d'adhérer ou bien de se soumettre à des règles. On peut peut-être reprocher à la CEDEAO un certain nombre de comportements qui ont fait que cette CEDEAO a été mise dans l'éteignoir. C'est-à-dire qu'elle a perdu de sa crédibilité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé où on attendait plus la CEDEAO et elle n'a pas pu agir. Il y a beaucoup de faits où la CEDEAO n'a pas pu agir, la CEDEAO a laissé passer et c'est ça qui a entamé sa crédibilité. Et aujourd'hui, tout le monde en fait à sa tête. Mais si les gens acceptent que la CEDEAO est là, que la CEDEAO est là pour venir en aide, au-delà de tout, je dis une chose. Quand l'Union européenne, quand l'ONU et autres vont agir, ces organisations s'inspirent de ce que la CEDEAO a eu à faire. Et l'expérience a toujours prouvé qu'ils s'alignent sur la décision, ces organisations s'alignent sur la décision de la CEDEAO, que ces pays doivent en tenir compte. Malgré la position du Mali, le Mali sait que la CEDEAO peut jouer un rôle pour sa relance. Malgré la situation au Burkina, le Burkina ou bien les autorités burkinabèses aujourd'hui savent que la CEDEAO peut jouer un rôle pour leur relance. Donc, si les gens ont accepté d'être dans la CEDEAO, c'est qu'on doit accepter se soumettre à ces règles. Mais je n'en disconviens pas que la CEDEAO, à un moment donné, a perdu de sa crédibilité à travers son agissement. Maintenant, quitte au chef d'État de cette organisation de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre la crédibilité, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner confiance à ces pays qui ont carrément perdu confiance. C'est très important. Donc, pour revenir à votre question, Anita, je dis que si les officiers pensent, ceux qui ont pris le pouvoir au Niger pensent que c'est un défi qu'ils ont lancé à la CEDEAO, c'est faux. Au premier abord, on peut estimer cela. Mais au-delà de tout, c'est le Niger qui est concerné. Et personne ne viendra développer le Niger si ce ne sont pas les Nigériens. Personne ne viendra développer le Niger si ce ne sont pas les Nigériens. Oui, on le dit, et c'est bien d'insister là-dessus. On est tout à fait d'accord qu'à un certain moment, il y a un décalage de langage de la part du président. Mais est-ce qu'il y avait une situation de crise qui devait conduire à un coup d'État? On dit non. Non. Il faut dire aussi que depuis 1960, le Niger fait partie de ces pays-là qui connaissent un coup d'État. Oui. Ça doit faire le 6e. Hein, oui. Les gens sont en train de l'argument qu'ils ont eu à donner dans leur communiqué pour dire que la situation sécuritaire est dégradante. Est-ce que les gens savent que depuis combien de temps le Nigeria se bat contre Boko Haram? Mais est-ce que vous avez entendu qu'au Nigeria, il y a eu coup d'État? Non. C'est pour dire que l'argumentaire ou bien l'argument qu'ils ont eu avancé, c'était un argument farfelu. C'était un argument farfelu. Je dis que c'est l'effet contagion. Les gens ont pensé qu'ils devraient s'appuyer sur ce que les autres pays ont eu à faire et ça devait prendre. Mais, encore une fois, je dis, c'est une analyse personnelle, je dis que les lendemains seront très difficiles pour les nouvelles autorités ou bien les nouveaux hommes forts du Niger parce que la Grande Muette, moi je présage qu'au sein de la Grande Muette, il doit y avoir encore des incompréhensions. Parlons de l'effet contagieux, quand vous suivez un peu les analyses sur les plateformes, sur les différentes pages des activistes de chez nous, oui. Il y a déjà comparaison. Hein. Pour dire quoi, Anita? Que ça peut se passer au Togo. Oh. Non. En tant que c'était au Burkina, on a dit que... Ce n'est pas là. Justement, j'allais en venir. Quand ça s'est passé au Mali, les gens estimaient que ça pouvait se passer au Togo. Quand ça s'est passé au Burkina, les gens pensaient que ça pouvait se passer au Togo. Quand ça s'est passé au Mali et en Guinée, les gens... Moi, je dis une chose. Laissez-moi terminer ma question.
Est-ce qu'un coup d'État, c'est un ornement pour qu'on dise que, bon, ça s'est passé ici, ça veut dire que donc ça peut arriver. Pas. Et justement, la question devrait s'adresser à ces activistes-là qui pensent que ça peut se passer partout. Moi, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Personne ne sait ce que demain sera fait. Personne ne sait ce que... Mais aujourd'hui, quand vous suivez notre pays, quand vous voyez notre pays, la situation dans laquelle elle est et comment elle évolue, comment il y a une certaine volonté de la part des plus hautes autorités de faire en sorte que nous soyons dans la paix, dans la sécurité. Est-ce que quelqu'un... Il y a un travail qui est fait avec les plus hautes autorités civiles et militaires pour que notre pays soit en paix. Et c'est un truc, c'est une paix séculaire, hein, il faut le dire. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est autant diadément que cette situation a été instaurée. Mais est-ce qu'il y a un truc comme ça qui peut favoriser ça? Je n'en sais rien. C'est leur analyse, mais je pense qu'il ne faudrait pas souhaiter ça pour son pays. On ne peut pas souhaiter... ce par quoi les autres pays passent pour se relever. Voilà. On ne peut pas souhaiter ça pour le Togo aujourd'hui qui se bat pour se mettre dans l'arène du développement. Et si les autres ont fait, est-ce que ça a réussi? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont développés, on peut considérer qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont indépendants? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Ceux qui font de ces genres d'analyse, en tout cas, c'est leur opinion. Nous sommes en démocratie, dans la liberté d'opinion. Si chacun peut dire ce qu'il veut, mais est-ce qu'on peut souhaiter la question que je vous pose? Est-ce qu'on peut souhaiter cela? Ça peut avoir de l'effet, puisque ces gens-là sont suivis par beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut souhaiter ça pour son pays? En tout cas, c'est la grande question. C'est la grande question. Nous sommes en démocratie, laissons chacun dire ce qu'il pense, mais disons-nous que ce n'est pas la première fois que les gens ont prié pour que ça soit ainsi. Prier, non. Oui, non, je l'ai dit. Parce que quand vous lisez sur les plateformes, les gens, sur les réseaux sociaux, les gens prient pour que ça soit ainsi. Mais moi, d'abord, étant patriote, quand on a annoncé tentative de coup de force, on a parlé d'abord de coup de force, les gens ont commencé par jubiler. C'était comme si... Ils pensaient que c'est autre chose. Ils ont justifié, non, ils ont justifié qu'il était trop proche de la France. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais il y a eu certaines réactions disant qu'on ne devait pas apprécier un coup de force. Ils ont dit qu'il était trop proche de la France. Vous avez suivi mon analyse au premier abord. Je l'ai dit que les gens ont eu à reprocher Bazoum un certain nombre de déclarations et les gens ont tendance à faire croire qu'il est un lèche-cul de la France à travers ces déclarations. Depuis quand vous avez vu notre chef d'État faire une déclaration qui est déplacée? Il parle peu. Il parle peu, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il n'a pas fait une déclaration qui est déplacée. Et diplomatiquement, le pays, le Togo, est bien assis. Ça, il faut le dire. Le Togo, je crois que comparaison n'est pas raison. Hein. Franchement, le Togo n'est pas... Je ne dis pas que ça peut ne pas arriver à ton attention. C'est leur opinion. Moi, je respecte leur opinion. Mais moi, je pense, étant patriote, moi, je ne souhaite pas que cela arrive dans notre pays parce que nous avons beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de défis. Aujourd'hui, vous avez vu dans le Grand Nord ce que les populations qui sont là-bas subissent. Et je prends toujours l'exemple de ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, où depuis des années, la première puissance en Afrique se bat pour l'insécurité, ou bien contre l'insécurité dans ce pays, mais il n'y a jamais eu une situation pareille. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on arrête et on prenne les choses d'une autre manière. C'est vrai que nos responsables, nos autorités doivent également voir ce qui se passe pour se dire que le monde est en train d'évoluer et qu'il y a certaines paroles qu'il ne faudrait pas adresser. Il y a certains langages qu'il ne faudrait pas tenir. Mohamed Bazoum, il faut le dire. Oui, Mohamed Bazoum, il faut le dire, a tenu un langage qui est déplacé, tout le monde le sait. Mais je dis encore une fois que ce coup d'État n'en valait pas la peine. Alors, Abbas, où va l'Afrique aujourd'hui avec ces coups d'État dans les différents pays? Parce que les coups d'État... Aujourd'hui, demain, après-demain, où va l'Afrique aujourd'hui? L'Afrique n'a qu'à repenser ses plaies. Parce que je dis, les coups d'État ne vont pas nous arranger. Un militaire qui prend le pouvoir, certainement, même c'est pour s'y accrocher. C'est difficilement qu'il va dire que je vais laisser. Vous voyez ce qui se passe au Mali, où le président malien, bon, je le rappelle ici, a commencé par faire des conseils des ministres. Maintenant, il s'habille correctement
en civil avec leur tenue traditionnelle complètement. Non, la voie est tracée. La voie est tracée. On va solider. La dernière fois, je voyais quelque chose que la campagne présidentielle a commencé. Alors que quand ils ont dit, nous allons remettre le pays sur le rail, ils remettent le pays sur le rail, mais c'est lui qui va, parce que le pouvoir s'ouvre. Lorsque ceux-là qui disent qu'ils souhaitent ça pour le Togo, ils croient que c'est une rébellion, ou bien c'est au sein de l'armée, ou bien quand on va faire coup d'État ici, c'est eux qu'on va venir placer comme président de la République. Non, pour eux, ça va changer les choses. Qu'est-ce qui va changer les choses? Ça va compliquer. C'est que les gens ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Voilà la conséquence de tout ce qui se passe tout autour de nous. Ça va arranger, ça va compliquer beaucoup plus les choses. Parce que quand l'armée prend le pouvoir, il faut s'attendre à suspendre toutes les institutions de la République. Et elle impose tout ce qu'elle veut. C'est la dictature ou rien. Ceux-là qui sont en train vous avez connu ceux qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, là, il y aura même plus de réseaux sociaux ici. On va tout supprimer. L'armée, on supprime tout. Il n'y a pas de démocratie. Il faut vivre le temps de la dictature et voir ce qui se passe. Tu n'as même pas le droit de parler ou bien de voir un président parce que vous avez vu que dans ces pays, Burkina Faso, Guinée ou Mali, ceux-là qui ont tenté de s'opposer à ces putschistes ou à la junte, on les prend, on les met en prison. On interdit aussi tout rassemblement, toute manifestation. La situation des droits de l'homme va être complètement c'est complètement dégradée. Il ne faut pas que les gens disent que... Il ne faut pas souhaiter. L'Afrique, nous devons repenser notre manière de gouverner. On doit revoir les choses pour dire que 2023, ou bien le 21e siècle n'est plus le 19e siècle, et qu'on change les choses, on fait de telle sorte que la population soit dans de bonnes conditions de vie. Les ressources naturelles que nous avons doivent être redistribuées de façon équitable. C'est en cela qu'on pouvait nous échapper de ces coups d'État parce que quand les militaires arrivent, ils aussi sont venus pour prendre quelque chose, pour se tirer, pour leurs intérêts, qui va se négocier. Ils sont venus pour leurs intérêts personnels avant de penser à eux. Et quand ils sont là, on dit le pouvoir saoule. Apparemment, aujourd'hui, c'est le problème du Togolais, excusez-moi. C'est qu'on ne comprend pas que d'abord, les terroristes, pas les terroristes, hein, les putschistes, ou bien nos responsables, je le dis ainsi, nos responsables politiques, pensent d'abord à eux avant de penser à eux. C'est ça, non? Et puis nous les suivons, on dit, du moment où c'est celui-là qui n'est plus au pouvoir, c'est fini. C'est l'essentiel pour les gens. Et vous avez vu les commentaires, même ce matin sur RFI, où les gens disaient que c'est bon qu'ils partent parce qu'il y a insécurité, tout ça. Alors, c'est pas normal. Vous avez élu quelqu'un pour un mandat. Il est dans son premier mandat. Laissez-le terminer. La démocratie, quand on veut faire la démocratie, si on veut faire la démocratie comme on l'a fait en Europe, faisons-la. Respectons le mandat des gens. Si ça vient, vous le sanctionnez dans les urnes. Au lieu de prendre les armes pour dire que désormais, si quelqu'un fait la zone, c'est nous les militaires, on va prendre les armes, on dit dégage. Et on les dégage. Et on s'assoit. Comment je l'ai dit, chacun peut penser comme il veut. Parce que c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ceux qui font les commentaires sur les réseaux sociaux, ils ont le droit de le faire. Mais, est-ce que logiquement cela répond? Consciencieusement, lorsqu'on interroge notre fort intérieur, est-ce que cela répond? Parce qu'on est sous l'effet de l'émotion et on ne veut pas ce régime et on estime qu'il faut souhaiter que cela puisse arriver. Il y avait un grand chef d'État qui disait que, d'ailleurs, Zao l'a dit également, quand ça commence, la balle n'a pas de truc, ça ne choisit pas. Ça ne choisit pas. Je crois qu'il ne faut pas souhaiter cela. Je crois qu'on peut agir autrement. On peut agir autrement. Et beaucoup de dirigeants africains ont compris. Beaucoup de dirigeants africains ont compris. Et c'est en cela qu'il y a certaines initiatives qui sont prises pour éviter qu'on tombe dans ces genres de travers, qu'on tombe dans ces genres de trucs qui vont bloquer notre développement. Le paradigme a changé. La vie a changé de cours, il faut changer de paradigme aujourd'hui. Et c'est ça. Les populations, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est de vivre à l'aise, de vivre de façon décente. C'est vrai, il n'y aura pas de décence, mais qu'on trouve au moins le minimum. Et si les dirigeants pensent qu'il faut travailler dans ce sens pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de coups d'État,
pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de crise, que ce soit au plan politique et autres, la population comprendrait. Donc c'est pourquoi il faut changer de paradigme. Et moi je pense qu'au Togo, il y a eu ce changement de paradigme. Vous avez vu les différentes initiatives sociales qui ont été prises, allant dans le sens d'améliorer la situation de vie des populations. Et ça, c'est un pas. Les autorités l'ont bien compris. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a des choses à parfaire encore plus. Et je pense qu'en allant dans ce sens, moi je pense pas qu'on puisse arriver là où les gens pensent que le Togo puisse arriver. Abbas, un mot avant qu'on passe à la revue des titres. Non, je pense qu'il faut arrêter de soutenir les coups d'État. Quelles que soient les circonstances, un coup d'État, ce n'est pas... Il faut reconnaître aussi que c'est facile d'être derrière son écran et de féliciter quelqu'un. Parce que ça, là, coup d'État, on a dépassé ça. Il faut qu'on dépasse la mentalité des coups d'État en Afrique. Et qu'on pense à l'évolution, au développement. Nous sommes plus à l'air de dire que un militaire, s'il se fâche, il prend son arme. Si demain aussi les civils se lèvent, ils disent que vous les militaires, on fait une rébellion. Et on vient, on vous. Ça devient quoi? Ça va devenir quoi? C'est la guerre civile. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que les rébellions, ce qui se passe avec les terroristes, qu'ils sont en train de faire, ils cherchent quoi? Eux aussi, ils vont venir vous dégager. Donc, il faut qu'on fasse attention avec cette histoire de coup d'État militaire qui sont en train de se faire. Si le pays marche bien, et vous relevez quelques difficultés, parce que dans quel pays aujourd'hui on ne parle pas de difficultés? Dans quel pays au monde, il n'y a pas de difficultés au niveau des populations? Tout le monde se gère et fait tout. C'est pas le président, c'est à nous tous d'aider aussi nos autorités à nous diriger, parce qu'on ne peut pas rester là les bras croisés pour dire que le pays ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Alors que, par exemple, au Togo ici, on a pris des dispositions pour qu'au moins les petits entrepreneurs puissent avoir quelque chose, créer des emplois. On a facilité la création des emplois. Mais si quelqu'un trouve pour lui, est-ce qu'il va regarder quelque chose en haut? Il ne va pas regarder. Et pourquoi c'est surtout dans les pays francophones, Afrique francophone, qu'il y a des coups d'État? En anglophone, dans les pays anglophones. Mais Afrique de l'Ouest, il faut préciser. De l'Ouest. Parce qu'en Afrique centrale, il y a les pays francophones, mais il n'y a pas ça. Hein? Ici, quelle que soit la situation. En Afrique de l'Ouest. Non, mais quand vous faites un peu les comparaisons, c'est que nous sommes trop habitués à rester au bureau. Du coup, on ne veut pas sortir, aller chercher pour nous. Alors que quand vous allez au Ghana, le petit Ghanéen, il est sur le terrain, 1, 2, 3, le gars, il s'en sort. Au Nigeria, tout le terrain. Mais nous, ici, on rêve d'être... Il faut changer de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Que ceux qui soutiennent les coups d'État, en tout cas, à mon avis, ce n'est pas la je crois que ce travail revient aux leaders d'opinion. À chaque fois qu'il y a des rassemblements, sensibiliser les jeunes surtout à laisser cette histoire d'aller travailler au bureau. Mais... Et puis les gens pensent aujourd'hui qu'il y a l'État-providence. Il n'y a plus d'État-providence. Ah, c'est fini ça. Que les gens pensent à se prendre en charge, à travailler, à créer leurs propres initiatives, et ça peut aller. Ça peut aller, c'est comme ça on pourra évoluer. Et je pense que c'est mieux, hein. Vous n'avez pas de patron qui vous met de pression, vous êtes votre patron. Au contraire, vous avez les subalternes à qui vous pouvez mettre la pression, comme Anita le fait ici. Non, hein, ici, on a vu tout à l'heure, elle a donné l'exemple tout à l'heure. Pardon. Je vous rappelle que le promoteur de la chaîne est en train de nous suivre, donc ne créez pas des histoires. Non, vous êtes directrice DG. Je vous rappelle. Il y a un exemple ici. Il y a un exemple on a vu, on peut passer à la revue. On peut passer, Alors, si la régie le permet, on va prendre d'abord le Mania libéré. David, c'est bon, on peut aller avec le Mania libéré qui est dans les kiosques depuis hier. Je rappelle que les deux sujets se sont intéressés à la guerre au Soudan. Le Mania qui titre à ça. Les deux journaux. Les deux journaux, ah pardon. Toutes mes excuses. C'est ce qui prouve que je te suis. Merci. Ça mérite quelque chose à la fin. Non, je n'en veux plus. Guerre au Soudan, les grandes décisions issues de la consultation de Lomé Abbas. Ça, c'est ce que vous avez titré hier. Oui, effectivement. Vous savez que depuis quelque temps, le Soudan est en proie à des guerres, surtout au Darfour, en proie à des guerres où il y a des milliers de morts et des millions de déplacés qui ne sont plus sur le territoire darfourien. Donc, au vu de tout cela, il y a des négociations qui sont engagées en Arabie Saoudite
sous l'initiative des États-Unis. Donc, il faudrait amener les acteurs à pouvoir s'entendre pour aplanir les divergences. Et par rapport à son expérience, le Togo, qui est même déjà impliqué dans certaines choses de médiation et autres. Donc, la terre togolaise a accueilli les belligérants sur son sol pour une consultation. Ils n'ont qu'à se consulter, s'entendre et trouver des solutions parce que surtout ceux qui sont déplacés, on n'arrive plus à leur donner à manger. Il faut faire tout pour tracer un couloir alimentaire pour que on puisse transiter au moins des sacs de riz, du manioc, du maïs, faire manger à ceux qui sont déplacés. On a pu trouver cette solution-là lors de ces consultations. L'arrêt immédiat de la guerre qui est en train de se faire et qui fait des millions de décès, de morts et autres, ça aussi, on a demandé que ça s'arrête. Donc, à partir d'ici, les gens ont pu contacter ceux-là qui ont pris l'aéroport à partir de Lomé ici, ils ont appelé, il y a eu des conversations pour qu'ils puissent libérer l'aéroport et permettre de telle sorte qu'il y ait un couloir alimentaire pour pouvoir aller nourrir les... Alors, par rapport à ce que vous expliquez, c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères a fait une sortie. Est-ce que le Togo a juste accueilli la réunion pour faciliter tout ça là, ou bien le Togo est médiateur de cette crise au Soudan? Le Togo n'est pas médiateur. C'était bien clair. Le Togo a facilité les gens à s'entendre. C'est une consultation qu'ils sont venus se faire ici. Et le ministre Doucet... Apparemment, malgré la sortie du ministre Doucet, les gens ne comprennent pas, les gens continuent de dire que... C'est une consultation. Le Togo n'est pas médiateur dans cette crise. Les médiateurs et facilitateurs sont ailleurs, ils sont en Arabie Saoudite. Et ils sont en train de faire leur travail. Ici, le Togo n'a accueilli que les protagonistes pour une consultation et s'entendre, trouver une solution pour la reconstruction de leur pays. C'est ce que le Togo a fait. Et Robert Doucet a été clair. Il dit, ça à vous les citoyens de construire votre pays. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir reconstruire votre pays, mais c'est à vous de vous entendre. Et il a dit que lorsqu'on a un ami, il faut lui dire la vérité. Il leur a dit la vérité, que de laisser leurs intérêts personnels, leurs égos, et de s'entendre pour diriger un pays, pour reconstruire leur pays. Clair, c'est que le Togo n'est pas médiateur dans cette crise. Le Togo n'a facilité les gens que pour une consultation entre les protagonistes. Pour permettre aux populations d'avoir droit au vivre. Au vivre, c'est tout. Et de faire de telle sorte que le sultan qui a quitté Darfour puisse revenir. Et toutes ces décisions-là ont été prises et nous avons évoqué ces décisions dans notre parution. Alors, ceux qui nous suivent, vous pouvez avoir droit à l'apparition de manière libérée. Vous pouvez appeler le numéro de la télé ou bien quand l'émission sera postée, vous écrivez en commentaire là, c'est chef commentaire va transférer ça et c'est vite fait. Alors, David, on peut y aller avec le messager. Le messager a abordé le même sujet. Paix au Darfour. Voilà, paix au Darfour, la diplomatie togolaise à l'œuvre. Le contenu des résolutions de la réunion consultative de Lomé. Oui, c'est bien précisé, c'est une réunion consultative, et Abbas Issaka l'a dit tout à l'heure. Je pense que, non, c'est une réunion consultative. Je pense que le Togo a offert son sort pour organiser cette consultation. Le Togo n'est pas médiateur, et nous le précisons. C'est pourquoi c'est bien de chercher à comprendre. C'est bien de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que les gens ont commencé par faire des commentaires en se posant la question, qu'est-ce que le Togo cherche encore dans cette histoire de médiation? Encore une fois, chers internautes, chers téléspectateurs et autres, le Togo n'est pas médiateur. Le ministre des Affaires étrangères a bien l'expliqué, et nous, au niveau du plateau ici, ce que nous avons compris, nous réitérons ça. Le Togo a offert son sort pour faire une réunion consultative. Et cela a permis quand même de prendre un certain nombre de décisions à travers, c'est-à-dire que lors de cette réunion consultative, et la première décision qui est importante, c'est l'instauration d'un couloir humanitaire.
pour pouvoir permettre à la population qui souffre aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ces vivres et non-vivres pour pouvoir être à l'aise, au moins le minimum. Vous savez que lorsqu'on est en guerre, c'est très difficile et si on ne fait pas attention, la famine s'instaure. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Darfour, c'est que les gens n'arrivent pas à se nourrir, il n'y a pas un couloir humanitaire, c'est atroce, c'est atroce. Alors là, je pense que au niveau de cette réunion consultative, il y a eu quelque chose qui a été décidé qui est très important, c'est l'installation d'un couloir humanitaire. Et c'est ce que on a pu. Il y a d'autres choses qui seront éventuellement, selon nos informations, annoncées par les belligérants, par les acteurs eux-mêmes. C'est ce qui prouve d'ailleurs que le Togo n'est pas médiateur. Ce qui s'est passé au Togo s'inscrit dans la droite ligne de ce qui... C'est comme s'il y avait une crise au Togo, les médiateurs sont ailleurs, voilà. Mais pour amener les protagonistes à se comprendre, ils ont choisi un sol, justement, son sol, pour se consulter, pour faire une consultation. C'est aussi simple que ça. Donc, chers internautes, franchement, comprenez que c'est comme ça. C'est comme si la maison de ton voisin est en train de brûler. Je pense qu'il ne faut pas, ou bien tu vois ta femme, la femme de ton voisin, et sa femme est en train de se quereller. Et vous trouvez que vous êtes trop proche, il faudrait trouver un cadre pour pouvoir rapprocher les points de vue. C'est comme ça. Donc le Togo a offert son score pour pouvoir animer ces consultations. Et heureusement, lors de ces consultations, il y a quelque chose qui est sorti. C'est ce qu'il faut saluer. Comme quoi, si la maison de ton voisin brûle, je pense qu'il faut l'aider à éteindre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui adviendra pour toi un autre jour. Alors, David, est-ce que je peux avoir 2 minutes, pardon, qu'il se prononce rapidement sur ce sujet, la DMP qui demande la reprise du recensement dans la zone 1. Est-ce que c'est possible? Non, c'est une autre trouvaille. Il faut être clair là-dessus. Je crois que c'est une autre trouvaille de cette opposition qui commence déjà à préparer les esprits. En tout cas, ça, c'est mon avis, à préparer les esprits sur une éventuelle ou bien un éventuel échec de ces élections. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et même s'il faut le faire, je crois que la CENI est là. La CENI va analyser. Mais à mon avis, je pense qu'à l'heure où nous sommes, c'est impossible. C'est parce que, avec ce que la CENI a dit la semaine dernière, oui. C'est mercredi, non, c'est jeudi, vendredi, oui. Où il faudrait consulter et voilà. Donc on a dépassé cette étape. Peut-être c'est suite à ça. Oui, il faut consulter les listes et pouvoir faire en sorte qu'on puisse corriger. Ça, c'est une autre étape. Mais répondre carrément, je pense que beaucoup d'acteurs et politiques ont eu à intervenir et ils ont été traités de tous les noms. En fait, c'est vrai, ce qui s'est passé à Lomé s'est passé dans d'autres zones où il y a eu le recensement. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas s'appuyer sur cet argument pour pouvoir prétendre penser que non, on peut obtenir si jamais cela n'a pas été fait, accuser à tort la CENI pour dire que non. J'étais d'ailleurs revenu sur cet aspect dans la semaine dernière, malheureusement, on n'a pas eu à faire l'émission, mais on connaît le Togo, on connaît l'opposition. Les gens cherchent déjà les arguments. L'article dont ah oui, il n'y a pas de problème. Les gens se servent de cet argument. Je crois que les gens sont en train de préparer les esprits pour un éventuel échec. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Non, c'est quoi? Non, le problème, on considère cette affaire de reprise dans la zone 1 comme close. Parce que c'est affaire clos, quoi. Ce n'est plus la peine d'actualité, comme on le dit. Quand vous voulez demander quelque chose, c'est pour cela que nous avons demandé même, quand l'ANC, la dernière fois j'ai posé la question à un membre de l'ANC, on était sur un plateau. Est-ce que vous avez fait le point de la situation, le pourcentage de ceux-là qui n'ont pas été recensés, avant de demander que la zone 1, il y a tel nombre de populations, tel pourcentage de population qui n'a pas été recensé? Il faut le faire parce que lorsqu'ils faisaient ils sont allés pour CPC là, le gouvernement a sorti le pourcentage de ceux-là qui sont recensés. Par rapport à chaque zone, le pourcentage a été présenté. Alors, quel est le pourcentage qu'on est en train de dire quand la DMP dit reprenez? Reprenez, vous avez dit que voilà, nous avons constaté, surtout qu'on a fait l'affichage des listes maintenant, ils peuvent aller consulter et dire que voilà, dans la zone 1, on avait dit ça, tel nombre de populations ne sont pas... Si le pourcentage dépasse la majorité, c'est le gouvernement qui finance tout ça. Le gouvernement peut demander à la CENI de reprendre dans telle zone. Parce que ce qu'on a constaté, ça s'est passé dans la zone 2, dans la zone 3, où beaucoup n'ont pas pu être recensés. Donc si
vous venez avec des arguments solides, les preuves palpables que voilà, nous sommes là. Il y a telle personne, tel nombre de personnes, tel nombre de pourcentage qui n'a pas été recensé, mais le gouvernement va en tenir compte. Mais s'il faut parler dans la bouche, aller faire des déclarations pour montrer aux gens, parce que quand vous prenez la DNP, là, ils sont constitués de combien de partis plus forts? Ils sont constitués de combien de Non, partis? les gens sont en train de se faire ça dit quand les gens sont là et puis veulent se faire pour justifier leur échec. C'est quand quelqu'un là, il ne fait pas de déclaration, c'est qu'il est en train de mourir. Là, il faut se faire voir, tout ça. Donc, les internautes, n'ont qu'à comprendre que c'est comme ça. Nous sommes en démocratie. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais quand on veut parler, il faut les parler avec des preuves palpables. Denis dit que voilà la zone 1. Nous avons eu 5% de recensés. Il reste encore 95%. Ou voilà, nous avons 30%, il nous reste 70%. Donc là, c'est une... Mais s'il n'y a pas ça... Et puis c'est le Togo, il faut comprendre. C'est le Togo, puisqu'on est habitué et on sait. Nous sommes au Togo ici, on sait. Et quand les gens commencent par agir de la sorte, on sait là où ils veulent en venir. Merci à vous, Tchabouré. Merci à vous également. On se retrouve jeudi prochain peut-être. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.